Bienvenue à ce webinaire du Centre national d'agroécologie. Il n'est pas à 18 heures, il est plutôt en journée, spécial pour les éleveurs laitiers, parce qu'on pense à eux, à 18 heures, ils sont toujours à la traite. Voilà, effectivement, céréalier, c'est quand même, on est en direct, c'est quand même plus facile. Ah, je m'entends en écho, hop là, voilà, c'est bon. Effectivement, on pense aux éleveurs qui sont quand même un boulot très très dur comparé aux céréaliers où on peut être là, on peut être présent à 18 heures. Enfin bref, on a une chance aujourd'hui, on accueille Étienne Gauthier, super copain, super agronome, spécialiste de la prairie, il faut quand même le rappeler. On parle de stockage de carbone, de régénération de l'environnement. Il n'y a pas mieux que la prairie. Donc voilà, si on veut régénérer l'environnement, manger de la viande et buvez du lait. Euh, donc moi c'est Martin, je suis votre animateur ce soir, agronome au Centre national d'agroécologie et chez AgroLeague. Étienne, je vais te laisser dérouler ton propos. Bien sûr, oublie pas de te présenter. Et à la fin de ta présentation, on aura un temps de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, mettez-les comme d'habitude dans le chat. On les lira toutes et on posera toutes vos questions à Étienne. Euh, Étienne, c'est à Oui. toi. Eh ben, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Merci à l'équipe du CNA, de Vers de Terre Production, et merci à toi aussi, Martin, pour l'organisation de ça. Voilà, je vais vous présenter plusieurs petites choses qui sont bonnes ou pas bonnes, mais l'idée, voilà, je vous souhaite vous partager un peu toutes les connaissances et techniques que l'on peut faire sur Prairie. Et ce qui m'a amené à ça, en fait, c'est que voilà, j'ai une passion autant pour les grandes cultures que l'élevage. Et le pilier entre les deux, plus j'avançais, plus c'était les prairies, quoi. Autant pour nourrir l'animal que nourrir le sol, afin qu'on en profite soit pour les grandes cultures ou les animaux. Et donc, voilà, du fait d'être passionné par ces deux cultures, enfin l'animal, le ruminant et les cultures, et ben, ça m'a rapproché beaucoup du sol, afin de le rendre le plus fertile, résilient, performant, de façon, on va dire, peu coûteuse et de façon naturelle grâce aux plantes, quoi. Donc voilà, je vais vous parler vraiment du pilier des prairies, parce que voilà, c'est un gros pilier. Et des fois, on oublie un peu c'est une vraie culture, l'herbe. Et si on veut faire des choses, excusez-moi. Ah, voilà. Hop, je vais juste déplacer ça. Donc, ce qui a fait que voilà, j'en suis là aujourd'hui et que je vais souhaiter encore évoluer, c'est grâce à la collaboration avec beaucoup enfin, les échanges, du partage entre agriculteurs, techniciens, dont Martin aussi, on échange pas mal. Donc voilà, on a créé une association d'agronomes indépendants, Resagro. On est une dizaine de techniciens indépendants en culture, vitis, séchage. Ensuite, je travaille aussi avec un groupe Pâture Régénérée, où c'est un groupe de personnes qui sont avec la méthode Alain Savary sur le pâturage régénératif. Et je travaille aussi en lien avec des vétérinaires, Coralie Amar, Eric Mens. Et voilà, j'ai intervenu pour Base, j'échange aussi pas mal avec Aurélien Aigron, enfin Victor Le Forestier pour l'association Base, quoi. Donc voilà, ce qui fait que toutes ces connaissances, c'est grâce à tout le monde et l'évolution et le partage. Et voilà, là, c'est une petite synthèse qui est possible de faire sur les prairies. Et donc, grâce à un réseau diversifié, on arrive à avancer sur une approche globale. Donc, moi, je suis situé en Haute-Savoie, là, juste là, entre Genève et Lausanne, mais en Haute-Savoie, près d'Évian-les-Bains. Et je travaille sur un secteur, on va dire, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je suis conseiller indépendant avec un appui et un accompagnement sur les fermes avec les agriculteurs, avec une approche globale sol, plante, animal. Et donc, je travaille beaucoup avec des agriculteurs dans le système comté, donc Jura doux, et aussi un secteur assez important dans l'Allier Saône-et-Loire, un système plutôt bovin allaitant, prairie permanente et culture. Donc voilà, actuellement, je travaille avec une quarantaine d'agriculteurs assez diversifiés. Il y en a qui sont avec des noyers, d'autres en grande culture autour, enfin là, aussi en Haute-Saône. Donc voilà, je
travaille beaucoup avec les agriculteurs sur l'approche vraiment sol et après, on peut le travailler autant pour les grandes cultures que l'élevage. La priorité, c'est de bien avoir un sol qui fonctionne bien, quoi. Donc voilà un peu le secteur sur lequel j'interviens sur les fermes avec les agriculteurs. Donc l'approche, c'est, comme je vous disais, c'est vraiment tout est en interaction sur une ferme. Autant, voilà, une interaction assez forte, sol, plante, animal. Et il y a vraiment des échanges entre ces deux, enfin, ces trois grands piliers sur une ferme en polyculture élevage. Voilà, il y a un lien très fort, bah, l'animal et la plante. Bah, la plante va nourrir l'animal et l'animal va nourrir les plantes par enfin, par les épicas et les bouses. Mais elle va aussi nourrir le sol et le sol va aussi nourrir la vache par tout ce qui est parasitisme, plus que santé, on va dire santé animale, parasitisme. Voilà, si on veut éviter des problèmes de parasitisme sur les animaux, bah, d'avoir des prairies en bon état, c'est déjà un bon moyen de lutter contre. Et c'est pour ça qu'il y a des liens aussi forts entre le sol et l'animal. Donc voilà, c'est vraiment une gestion multifactorielle. Et c'est ça qui est important, je pense, de prendre des réflexions, c'est de toujours avoir en considération ces trois points et pas juste penser sol ou plante et pas animal, ou des fois on pense que animal. On a pu penser sur des fermes beaucoup en polyculture élevage que animal et on a oublié la gestion du sol et de la plante qui fait qu'on est arrivé à des. Voilà, je vais vous présenter des prairies un peu dégradées. Et maintenant, voilà, ce qui est important, c'est de remettre en synergie tous ces trois grands piliers sur une ferme afin qu'ils fonctionnent ensemble et que ça interagisse vraiment, quoi. Et de ne pas créer de la compétition, parce que dès qu'on crée de la compétition, qu'on veut nourrir trop d'animaux par rapport au sol, bah, c'est là qu'on va créer de la concurrence et que les choses se passent un peu mal des fois. Donc voilà, ce qui est vraiment important, tout est en lien et que une plante peut nourrir le sol, l'animal, un animal peut nourrir la plante et le sol, enfin le sol nourrit la plante et l'animal, enfin voilà, c'est vraiment important de voir ça quand on gère une ferme en polyculture élevage. Donc voilà, il y a trois étapes que je vais vous parler, donc l'état des prairies et ses effets. Les étapes pour améliorer les sols, mais que ce soit en grande culture ou en prairie, et bah, les moyens qu'on peut faire en prairie. Donc voilà, ce qui m'a fait beaucoup avancer, c'est que depuis à peu près 15 ans, donc je suis jeune, mais ça fait quand même 15 ans que je suis toujours avec ma bêche. Et en fait, c'est le sol qui m'a fait avancer, c'est de toujours observer le sol, savoir en quel état il est pour savoir s'il est en bon état. Et le fait de toujours observer ces sols, bah, ça permet de voir les effets ou pas de nos travaux. Et c'est ça qui m'a fait vraiment avancer sur nos prairies, notamment sur la ferme familiale où voilà, les prairies n'étaient pas des fois en très bon état, les sols non plus, et ce qui m'a fait avancer, quoi. Euh, voilà, au niveau de l'état des prairies, donc ça c'est un graphique de pâturagiste qui est pas mal fait, je trouve. Donc c'est la productivité au premier cycle. Et là, bon, c'est la précocité. Et là, on peut voir, il y a un gradient de fertilité des sols. Et donc, dans des sols profonds et fertiles, bah, la productivité du premier cycle, qu'on ait une fertilité moyenne ou faible, bah, la production sera toujours bonne parce que, bah, il y a un sol profond qui permet d'avoir quand même des bonnes productions. Et quand même, le premier cycle peut représenter, enfin, en prairie, souvent, il représente entre 50 et 60% du rendement global de l'année. Donc, c'est quand même très important le premier cycle, la première coupe, parce que ça va indiquer la dynamique de l'année. Et si la dynamique de la première coupe est compliquée, souvent la suite, avec les sécheresses, l'année qui va arriver, ça ne va pas s'améliorer, quoi. Donc, c'est vraiment important déjà de s'assurer une bonne production à la première coupe. Et donc là, on peut le voir au niveau des états des sols. Et après, on va dans des sols plus superficiels, peu fertiles, ou voire moyennement fertiles. Mais dès qu'on travaille sur la fertilité des sols, ce qu'on peut voir, il y a des grandes variabilités. Et même dans des sols superficiels et peu fertiles, et qu'on travaille sur la fertilité, on peut aller chercher des productions de premier cycle quand même bien importantes qui peut être équivalent à des sols fertiles qui ne fonctionnent pas très bien, quoi. Donc, faut pas croire que sur des peu de sols superficiels qu'on peut pas produire beaucoup. On peut le faire, mais il faut savoir travailler dessus pour vraiment dynamiser la fertilité. Et plus on a des sols superficiels, plus c'est important de travailler sur cette fertilité-là parce que on n'a pas de moyen de compenser par la profondeur en quelque sorte. Donc, afin d'assurer vraiment une bonne production, il faut vraiment avoir des sols très fertiles sur des terres superficielles. Et c'est souvent un peu ce qui peut manquer dans les prairies.
où souvent c'est des zones un peu plus intermédiaires, superficielles, et qui fait qu'on perd beaucoup de production là-dessus, quoi. Donc voilà, au niveau des prairies, au niveau des fertilités, il y a des grosses influences sur la production d'une prairie. Et là, c'est pour vous mettre des essais, je pense que vous les connaissez, cette perspective agricole, bah, des cultures après prairie. C'est pour ça aussi que j'ai vraiment envie de communiquer sur la prairie. Même dans les systèmes grandes cultures, on commence à réfléchir à l'intégrer dans les rotations. Même si on n'a pas d'élevage, on peut le valoriser. Parce que les effets quand même de prairie sur les cultures sont quand même importantes. On peut voir que bah, sur du maïs, en monoculture, voilà, sur 13 essais, c'est à 100%. Et dès qu'on est avec des rendements de maïs de prairie, bah, on peut aller taper jusqu'à des fois à 180%, quoi. Ça permet vraiment de déplafonner les rendements, les prairies de façon importante, surtout si des prairies bien travaillées. Bah, tout de suite, on peut aller vite chercher pour des cultures de printemps des plus gros rendements, quoi. Ça fonctionne très très bien. Donc voilà. C'est pour ça que je souhaite aussi, où on voit qu'il y a des problèmes de fertilité de production, et bah, la prairie peut être un gros levier. Et dans tout ce qui est blé aussi, on peut aller chercher des fois des déplafonnements de 10 à 20% quand les prairies sont en bon état. Donc l'effet est plus important sur les cultures de printemps. Ça, voilà, il y a pas mal de références là-dessus parce qu'il y a une forte minéralisation à un moment de la destruction, que ce soit en non-labour ou en labour. Et donc, quand il y a la destruction et que ça minéralise fort, bah, il faut qu'il y ait une culture qui valorise fortement ça. Et voilà, les cultures de printemps le font très bien, quoi. Mais les blés aussi le font très bien. Donc voilà, ça permet d'augmenter vraiment les productions des cultures, les prairies, et ça s'explique beaucoup bah, par l'amélioration fertilité biologique et organique. Là, on peut voir des profils racinaires de blé de maïs de prairie et blé de colza. Bah, tout de suite, on a voilà, donc les cases vertes, c'est là où il y a des présences de racines. Bah, tout de suite, l'enracinement, dès qu'il y a une prairie dans la rotation, l'enracinement est vraiment bon. Et donc, ça peut être vraiment un levier pour améliorer la fertilité, mais aussi l'exploration en profondeur des sols, et notamment dans les sols profonds dans auquel je peux travailler, dans l'Alsace ou voilà, en Normandie historiquement, enfin, sur la ferme familiale. Bah, si on veut chercher des profondeurs, bah, il y a vraiment les prairies qui vont nous le permettre, quoi. Donc voilà, une meilleure exploration racinière, ce qui explique aussi les déplafonnements de rendement pour aller chercher les éléments. Et puis après, une augmentation là, de 16,2% de la même prairie par rapport à une diminution de 11% en monoculture de maïs, quoi. Voilà, et c'est aussi un effet, ça a un gain de rendement, ça permet d'améliorer la fertilité biologique et organique des sols, et en même temps, bah, ça permet de réduire les charges, notamment phyto, dès qu'il y a des prairies intégrées dans les rotations. Donc là, polyculture avec prairies temporaires, et ben en IFT, on arrive autour voilà, de 2,60 au total. Alors que quand on est en grande culture sans prairie, ben, on tape vite autour des 4, quoi. Et en maïs, voilà, on a la même baisse à peu près. Donc ça permet vraiment des gros gains de réduction d'engrais, de phyto, et d'améliorer les productions des parcelles. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaite vraiment continuer à travailler énormément sur les prairies, parce que ça a vraiment un fort potentiel. Pardon. Et donc, comment améliorer les sols de prairie? Parce que c'est bien d'avoir une prairie, mais pour qu'elle fasse un bon effet, il faut qu'elle soit en bon état. Et souvent, c'est un peu le réflexe, c'est de vouloir détruire des prairies en mauvais état et qui fait que derrière, les cultures sont en mauvais état. Et c'est souvent un peu le retour voilà, que je peux avoir ou certains, c'est que bah, la prairie est pas belle, du coup, on fait une culture et la culture est pas belle non plus. Il faut attendre 2 3 ans pour que ça se refasse. Donc c'est un peu dommage. Donc déjà, il faut déjà régler le problème sur la prairie. Parce que si la prairie est pas en bon état, donc ça veut dire que le sol est pas en bon état. Et donc ça veut dire qu'il faut vraiment, c'est pas un blé ou une culture qui va améliorer la structure. C'est la prairie en elle-même. Donc c'est important de faire des étapes de diagnostic. Et il y a 4 étapes qui sont assez importantes. Et que ça, voilà, que c'est assez connu pour tout le monde, notamment, voilà, c'est le Stalab, enfin, l'agronome assez reconnu. Voilà, il y a une ordre chronologique des choses. C'est d'abord la priorité, c'est l'aspect physique, donc qui doit être prioritaire, d'avoir une bonne structure. Ensuite, si on a une bonne structure, mais il y a toujours un problème, il faut regarder le problème acido-basique.
Si l'acido basique, la structure est plutôt bonne, mais on sent que ça ne fonctionne pas trop, il faut regarder le statut organobiologique, donc la composition de la matière organique, entre matière organique libre, stable, ses rapports C sur N. Et si toujours là, il y a toujours un problème et que ces trois paramètres sont bons, il faut aller voir l'aspect minéral. Et c'est souvent un peu, la tendance, c'est que souvent on va vite sur le minéral et on oublie vite ces trois gros paramètres qui jouent énormément sur la fertilité et la production de nos sols et des cultures. On oublie ces trois grands paramètres. L'acido-basique, on prend souvent assez en compte, mais l'aspect physique, structure des sols et organobiologique, composition de la matière organique, c'est des paramètres ils prennent un peu plus de temps à observer, à réfléchir et on passe vite dessus, quoi. Alors que c'est ceux qui ont peut-être le plus d'influence. Donc c'est pour ça que je communique et je prends beaucoup de temps là-dessus avec les agriculteurs à toujours regarder les sols et que j'ai toujours une bêche. Souvent on m'appelle le sanglier parce que je fais tout le temps des trous avec les agriculteurs. Voilà, je fais souvent des trous. Bon, je les rebouche, donc ça va. Mais voilà, c'est important de toujours regarder le sol et les racines. C'est ça qui va indiquer beaucoup de choses, quoi. Donc pour ça, avant, voilà, je faisais des profils à la main, j'en fais toujours. Après, voilà, je me suis équipé d'une tarière thermique qui fait des trous jusqu'à 70-80 cm là où il y a de la profondeur assez facilement. Donc, ça permet d'aller vite, facilement en profondeur. Là, comme là, on peut voir sur la photo, et des photos d'enracinement de racines de luzerne sur 50 cm. On voit bien le pivot. Et là, c'est un flux racinaire de dactyle donc pour vous montrer voilà, l'effet quand même des prairies, si on combine, là c'est une luzerne pure, mais si on combine luzerne et dactyle ou d'autres espèces prairiales, si on veut faire vraiment du bon boulot sur des sols, c'est un très très bon outil, quoi. Donc, et autant pour nourrir les animaux et déplafonner des rendements. Donc voilà un peu les profils, c'est quand même très important, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, là, je vais vous donner un peu des états de sol. Donc pour évaluer l'état des sols, j'utilise la méthode VES, qui est assez reconnue. Donc c'est des notes de 1 à 5. Donc ça va faire à peu près 5-6 ans que j'utilise ces notes-là et que je note toutes les structures pour voir les évolutions. Et donc là, par exemple, c'est une prairie permanente. Donc on est en SQ3B1. Donc SQ3, c'est la note de structure. On est en structure donc ferme, voire compacte. Et B1, c'est l'activité biologique, c'est B1, quoi. Donc c'est-à-dire peu d'activité biologique. Donc on est sur une prairie permanente, comme ça, qui peut paraître verte, jolie, mais qui fonctionne pas très bien quand on discute avec l'agriculteur. Et quand on fait un profil, l'enracinement est pas foufou, alors que c'est des prairies permanentes, il y a peu d'activité biologique. Donc, du coup, ça explique aussi beaucoup pourquoi les prairies perdent de production et que c'est important de travailler d'abord sur la prairie pour qu'ensuite elle ait des effets sur la plante et l'animal derrière, ou la culture qu'on veut faire. Donc, voilà un exemple de prairie permanente. Là, un autre exemple de prairie dans le Jura, dans les terres un peu plus profondes, argileuses. Là, tout de suite, on peut voir que là, par contre, c'est compact avec peu de biologie. Alors là, c'est des prairies qui ont 40-50 ans, quoi. Et donc, voilà, c'est vraiment important de diagnostiquer même des systèmes périns parce qu'ils peuvent être très bien dans des zones compactées. Il y a des prairies qui fonctionnent très bien, mais en tendance, souvent, ça peut se compacter. Donc là, c'est une photo qui est assez intéressante, qui a été faite aux États-Unis, je crois. Peut-être, Étienne, juste avant, sur les deux diapos que tu as montré avant, est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots qu'est-ce que c'est VES et qu'est-ce que c'est la notation SQ et B? Et comment si quelqu'un a une Ah, ok. prairie ou un sol, peu importe lequel, comment il peut appliquer ça chez lui, quoi? Alors, ça, la méthode VES, vous pouvez la télécharger sur le site AgroTransfert qui a un petit bouquin là-dessus qui vous décrira toute la méthode, qui est assez facile. Il y a même une application SolDiag, non, je sais plus comment ça s'appelle. Non, mais la méthode VES, VE2S, une application que vous pouvez télécharger qui vous donne la procédure euh, et qui vous donne les moyens de noter. Donc voilà, et c'est une note de 1 à 5. 1, c'est très friable. 2, c'est intact, mais ça reste friable. 3, ça commence à être ferme. Et 4, 5, c'est compact, très compact. Et après, les notes B, donc c'est l'activité biologique. Et ça, c'est selon la perforation des mottes ou l'agrégat, comment est formé l'agrégat, c'est plutôt arrondi, anguleux.
Donc voilà, c'est une méthode qui permet de bien diagnostiquer vos parcelles déjà de façon assez globale. Ça prend un petit peu de temps pour faire un profil entre le creuser, l'éclaircir, sortir le profil à la bêche et de regarder le profil. Parce que je fais toujours les deux, je fais le profil et la test bêche toujours parce que ça permet de complémenter un peu la vision du sol. Ça prend une demi-heure à peu près, une demi-heure, trois quarts d'heure pour diagnostiquer une parcelle. Donc ça, voilà, quand on a l'habitude, je pense que si on n'a pas trop l'habitude, ça prend plutôt 45 minutes, une heure, quoi. Puis Mais ça permet vraiment de prendre. pour compléter, c'est un outil qui est intéressant parce qu'on fait un test bêche une fois, on dit ah bah, c'est bien, ou pas bien, pas bien. Et 2 ans après, on ne se souvient plus en fait. Et avec ça, c'est que tu as avec notamment avec l'application Vest, un historique photo, ou même toi, tu vois, tu fais tes photos avec ta note à côté, et 2 ans après, tu dis ah oui, j'avais une SQ3B1, bah peut-être je suis en SQ2B2, je sais pas. Mais tu peux vraiment monitorer précisément ton évolution et avoir des choses comparables entre personnes, quoi. C'est ça. Et franchement, c'est assez global. Une structure de sol, que ça soit en fait, si elle est bonne, elle sera bonne en toutes conditions, hein, à peu près au global, je trouve. S'il fait humide ou très chaud, si tu fais le profil à la bêche, il sera bon, quoi. Donc les conditions jouent un petit peu, mais avec l'expérience, on se rend compte si un sol est pas bon, même si on est en conditions séchantes, on peut faire un trou et de voir la structure ou pas si c'est compacté. Enfin, les conditions jouent. Si le sol est compacté, c'est parce que l'humidité ou le sec, ça ne changera pas. C'est l'itinéraire culturel qui a fait que ça a compacté et il s'exprime même en sécheresse en zone humide, quoi. Donc voilà, faut pas. C'est plus facile d'en dire de creuser par contre quand c'est en conditions humides. C'est juste ça, c'est la facilité de creuser qui va aider. Mais voilà. Euh, donc voilà, c'est important de faire des photos et de visualiser ces sols. Euh, je pense pour voir l'évolution. Enfin, c'est ce que je fais en tout cas avec les agriculteurs, ça permet de voir et c'est ce qui m'a beaucoup guidé dans l'évolution des techniques sur les prairies. C'est que en faisant des profils sur beaucoup de prairies permanentes où je voyais des profils comme ça, je dis on peut pas rester là-dessus. Enfin, n'importe qui, même un enfant, quand on fait des profils, qu'il y a les enfants avec nous, ils disent mais non, c'est complètement compacté, il y a pas de vie, c'est assez simple à interpréter et quand on le voit vraiment, ça donne envie de faire quelque chose. Quand on le voit pas, bah, c'est sûr qu'on passe à côté et puis voilà, on est en voiture au tracteur, on est au-dessus, on se rend pas trop compte. Mais quand on le voit vraiment et qu'on se pose et ça fait un peu bouger les choses, quoi. On est un peu plus en face du problème. Donc, c'est important de regarder, quoi, si on veut évoluer dans le bon sens sur nos sols. Donc voilà, là, c'est pour vous montrer l'impact autant du semi-direct que de la gestion du pâturage, parce que ça a beaucoup d'impact. Donc là, c'est des photos de ruissellement en surface, sur des zones cultivées, soit en zone travaillée, traditionnelle, conventionnelle, ou en semi-direct en semi-direct avec des couverts. Et là, en fait, c'est du pâturage régénératif ou des techniques de pâturage conventionnel avec du surpâturage. Et c'est pour ça que les prairies sont pas mal fatiguées, c'est qu'en fait, des techniques de pâturage conventionnel où on fait du surpâturage souvent, ben, c'est aussi dégradant que du travail du sol agressif et on pas de couvert et gros labour. L'animal peut faire autant de mal qu'une machine, quoi. Ça, on le voit bien de toute façon à l'état des prairies qui sont pas trop gérées et qui a beaucoup de surpâturage, et bah ça peut faire beaucoup de mal. Et donc là, on peut voir que dès qu'on passe en semi-direct, bah, c'est le but sous couvert, on réduit l'érosion et le ruissellement. Et ben en pâturage régénératif, c'est pareil, quoi. C'est vraiment un objectif d'améliorer l'infiltration de l'eau et le ruissellement. Parce qu'on en voit quand même beaucoup. Je suis en zone de montagne, je vais beaucoup dans l'Allier aussi. Bah, il y a quand même pas mal d'érosion sur les prairies parce qu'elles sont mal gérées. Donc des fois, les prairies ne peuvent pas résoudre du tout le problème si on la gère mal. Donc c'est important de bien comprendre ça au niveau de la prairie. Voilà. C'est pour vous montrer des états de structure de parcelles un peu qui a fait que j'ai voulu, enfin que j'aime travailler sur les prairies parce qu'il y a vraiment du travail pour les améliorer, quoi. Donc voilà, donc là je vous parlais un peu de l'état physique des sols, la première étape à regarder. Après il y a le pH. Bon ça voilà, c'est pour vous montrer les évolutions du pH. Il évolue de 1 point sur une année. Donc on peut passer de si on prend le pH haut, il est peut-être 6,5 en automne-hiver, et puis au printemps, repartir plus tard, enfin remonter à 7,2.
avec l'acidification. Donc en prairie, pour conseil, voilà, dès qu'on a des pH au-dessous de 5,5, 5,8, bah, c'est pas le facteur plus important à vouloir corriger. Il y a d'autres facteurs qui font que la parcelle ne fonctionne pas, quoi. Si on est en dessous de 5,5, c'est très compliqué avec les toxicités aluminiques. Mais en prairie, on peut se permettre d'avoir des pH acides autour des 5,5. Et même avec des pH de 5,5, ça fonctionne très bien. On peut avoir des prairies très productives. Donc voilà au niveau du pH. Et le deuxième point, bah, je voulais vous parler de la matière organique, donc le statut organobiologique. Et donc, ce qu'on peut voir, ça c'est voilà, la source de Celesta Lab. Donc il y a plusieurs matières organiques et bon, chacune ont des grandes fonctions, donc qualité physique, qualité chimique et biologique. Et donc sur la qualité plutôt physique, porosité, résistance à la balance, ça a plutôt de la vieille matière organique liée qui va jouer là-dessus. Donc nos taux de matière organique qui jouent beaucoup dans nos prairies, qui fait qu'elles sont assez stables. C'est parce qu'il y a beaucoup de matière organique. Mais par contre, si on veut jouer sur d'autres paramètres chimiques et biologiques, ben, on se rend compte que c'est plutôt la matière organique libre, donc la matière organique très jeune, peu dégradée, qui va jouer sur sur la décomposition de la matière organique, sur la formation d'humus, sur aussi en quelque sorte la stabilité structurale parce qu'elle va activer la vie biologique, la mise à disposition d'éléments, la CEC. Donc voilà, c'est aussi ça qui a fait que il y a beaucoup de choses que je voulais travailler sur les prairies, c'est que souvent on a un peu oublié l'apport de matière organique pour nourrir nos sols, parce que la prairie fait beaucoup de matière organique plutôt stable, mais de la matière organique jaune pour stimuler les sols, c'est pas la plus forte là-dessus si on la gère pas très bien. Et donc du coup, on stimule pas trop cette biologie pour améliorer la qualité des sols, quoi. Euh, Et donc, voilà, c'est pour en faire un petit topo. Donc, la matière organique jaune, active, celle qui a des gros résidus, elle intervient sur la fertilité biologique des sols, donc la nutrition de la faune et de la flore, à la nutrition des plantes, la stabilité à court terme et la résistance au tassement. Alors que la matière organique plutôt vieille, plutôt de 50 ans humifiée, elle a plutôt des rôles structurants de stabilisation, propriété d'échange et voilà. Après, voilà, c'est des trucs un peu de. Voilà, ça vient de Celesta Lab. Donc, on peut voir que la matière organique très jeune, elle intervient sur plus de grands leviers importants en prairie parce que tout ce qui est matière organique vieille liée, bah, on est plutôt souvent très bon. On a des propriétés structurantes de stabilisation. euh, mais les autres paramètres de fertilité biologique, nutrition des plantes, et résistance au tassement, bah, ça, c'est vraiment les matières organiques jeunes et c'est un peu souvent un point à regarder en prairie, quoi. Et donc là, c'est des analyses de prairies. Donc, c'est une prairie de 5 ans, donc de Célestat Lab, donc des prairies, donc souvent en matière organique totale, on est souvent au-dessus, on a des grosses teneurs en matière organique, c'est l'avantage des prairies, ça permet de montrer. En matière organique liée, donc là, c'est des prairies temporaires de 5 ans. Et là, en matière organique libre, on est vraiment de façon importante. Donc là, la prairie a plutôt été bien nourrie, elle a bien nourri le sol. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt des matières organiques jeunes avec un rapport C/N un peu faible, quoi. Voilà, dans les cadres conseillés de Célestin Lab, ou même ce qu'on peut voir, la fertilité ne fonctionnait pas assez. Et donc, il fallait ramener encore plus de carbone parce que plus on apporte de matière organique libre, là, grâce à la prairie temporaire qui était bien gérée, pour qu'elle minérise encore plus, il fallait encore apporter plus de carbone. Et ça va être avec la gestion de la prairie en elle-même pour qu'elle fasse je vous présenterai après, des exudats racinaires ou des plantes un peu plus mûres, quoi. Donc ça, c'est plutôt prairie jaune. Et ça, des vieilles prairies permanentes des vieilles prairies permanentes en sol argileux. Et donc, voilà, des grosses teneurs en matière organique aussi, que ce soit lié ou libre. Libre, il y en a encore beaucoup. Mais par contre, là, on a trop. Il y a limite, on commence à dépasser, avoir des matières organiques jeunes bloquées où il y a trop de carbone par rapport à l'azote. Et donc, c'est un peu ça, souvent, ce qu'on peut remarquer, c'est en prairie, c'est qu'il y a des excès de matière organique, mais ils sont tellement importants que ça bloque le système, en fait. Et il faut rééquilibrer le système pour que la fertilité biologique intervienne. Et le meilleur moyen pour faire ça, bah, en fait, c'est la gestion de la prairie en elle-même, c'est les couverts. On peut voir là, c'est elle qui a le plus d'impact en termes de disponibilité d'azote ou enlever du carbone. Comme c'est souvent ce qui manque en prairie, c'est un peu un rééquilibrage du rapport, on va dire, C/N de la matière organique pour qu'elle soit minéralisable.
et qu'il y ait de la fertilité biologique. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien gérer la prairie parce que c'est elle qui va rééquilibrer le système selon notre gestion. Elle peut soit complètement apporter à fond de l'azote, soit elle peut complètement pomper de l'azote à fond pour équilibrer le système. Et donc, bah, ça va être la gestion notamment du pâturage ou des dynamiques de fauche pour savoir si, au niveau de la restitution du carbone ou du pompage de l'azote. Donc voilà un peu au niveau des points, carbone, acide, enfin pH et structure. Et en dernier point, c'est l'aspect minéral. Je voulais faire un petit point. Donc là, c'est une prairie naturelle de 7 tonnes de matière sèche. Voilà, ça demande 25 unités par tonne de matière sèche en azote, en phosphore 7 et en potasse 30. Donc pour 7 tonnes, il faut 175 unités d'azote, 48 de phosphore et 210 de potasse. Donc souvent, voilà, les prairies, si on veut faire de la qualité du rendement, c'est vraiment des cultures très exigeantes, quoi. C'est pour ça que bah, si on veut vraiment cultiver l'herbe, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'éléments disponibles parce que c'est des cultures quand même assez exigeantes. Alors que c'est que 7 tonnes de matière sèche, c'est pas non plus. On peut largement taper dans du 12-13 si on travaille bien sur les sols. Donc en termes de besoins azotés et potasse, c'est beaucoup plus important, quoi. Donc, c'est des cultures quand même très, très consommatrices. Et donc là, c'est un apport de fumier à l'automne de 25 tonnes. Ça permet d'apporter 57 unités de phosphore, 200 unités de potasse. Et ça va apporter 130 unités d'azote au total, mais minéralisable à l'année N. Ça va être 40 unités sur un apport d'automne ou 7 unités par un apport de printemps, quoi. Donc ça, bon, ça, il y a pas eu pas mal de références, mais en prairie, c'est vraiment conseillé de faire des apports d'automne le plus possible. Les apports de printemps, c'est très peu valorisé par la culture. Enfin, la prairie, on a l'année N. Donc c'est vraiment important de faire des apports d'automne pour plusieurs points, pour l'azote et de faire des meilleures réserves pour résister à la sécheresse, enfin à l'hiver, pardon, et repartir rapidement au printemps. Donc voilà, quand on fait le bilan, on peut voir qu'au phosphore potasse, on est plutôt bon grâce au fumier. Par contre, en azote, bah, il manque 125 unités d'azote, quoi. Et après, là, j'ai comparé avec aussi du lisier, parce qu'il y a pas mal de lisier. Et en lisier, au niveau azote, on est à peu près pareil. Et en phosphore et potasse, phosphore, on est à peu près pareil à du fumier. En potasse, on a un peu moins parce que bah, il n'y a pas la paille. Mais on apporte quand même de la potasse. Donc là, il faut faire attention aux années répétées de lisier. On peut fatiguer en termes de potasse et c'est un élément vraiment important pour notamment pour les légumineuses pour se développer quoi, et résister à la sécheresse. Les plantes, plus elles sont bien pourvues en potasse, plus elles vont être résistantes à la sécheresse. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au global, il manque plutôt de l'azote. Donc c'est pour ça que souvent en prairie, on est quand même, c'est important d'apporter de l'azote si on veut faire du rendement, ça c'est clair. Et parce qu'il manque à peu près pour 7 tonnes 125 unités à apporter quand on a enlevé juste l'apport organique. Et donc un des meilleurs moyens, bah, ça va être les légumineuses. On peut voir que quand on a une présence de 25% de légumineuses, trèfle blanc, bah, ça va apporter une centaine d'unités à la culture. Ah, par contre, si on passe à 50% de légumineuses, on va apporter pratiquement 200 unités. Donc, le fait on met du fumier et qu'on arrive à avoir peut-être sur une prairie entre 40 et entre 30 et 50% de légumineuses, bah, l'azote, il y a largement ce qu'il faut, quoi. Il y a ce qu'il faut donc en azote, il y a ce qu'il faut en phosphore, il y a ce qu'il faut en potasse. Donc c'est pour ça que souvent en fertilisation, c'est des choses qu'on va vite regarder et dire ouais, il manque ça, il manque ci. Mais si on a des prairies qui peuvent avoir des légumineuses à 40% plus un peu de fumier, bah, les éléments NPK sont largement disponibles pour faire du rendement. Et si elle ne fonctionne pas, c'est qu'il y a d'autres paramètres, notamment la structure, la fertilité biologique, qui fait que ça ne minéralise pas et que ça ne valorise pas tous ces éléments, quoi. Donc voilà, maintenant, voilà, je vous ai fait un peu un état des lieux de ce qui peut se voir en prairie. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, hein. Au global, il y en a qui fonctionnent très bien, mais on sent qu'il y a quand même du travail à faire sur les prairies. Et maintenant, bah, c'est bien quand on constate ça, un manque de fertilité sur les prairies, et bah, faut trouver les moyens pour réaméliorer ça. Et donc là, je vais vous en présenter plusieurs. Donc le pâturage, la gestion de la fauche, la gestion fertile, la gestion que je vais parler d'autres.
ouais, des semis. Voilà, il y a plein de trucs à faire en prairie. C'est un truc de fou. C'est ça qui est super. Donc, un des meilleurs outils, ça reste l'animal pour régénérer des sols, parce que ça coûte pas cher et en même temps, ça produit. Et donc, ça veut dire que c'est le pâturage qui joue énormément. Donc là, c'est avec le groupe Pâturer Généré qu'on a fait enfin, qu'ils ont fait ce graphique, on a fait ce graphique. Donc là, c'est la technique plutôt de pâturage conventionnel, où au printemps, on attend que les plantes poussent assez bien, enfin poussent, on va dire, fassent un peu de la biomasse, et qu'elle a son système raciné et a fait un peu d'exudat par les racines, d'exudat racinaire, donc du carbone. Donc là, on intervient, on fait venir les vaches, on pâture. Et il faut savoir, dès qu'il y a une plante qui est pâturée, elle relargue beaucoup d'éléments pour stimuler le sol afin qu'elle reparte. Elle va pomper des éléments dans ses racines et dans ses gaines pour repartir, donc elle va faire des mobilisations de réserve. Et en même temps, elle va excréter des éléments pour que le sol minéralise pardon, et lui redonne de l'énergie à repartir, quoi. Donc c'est vraiment important ces mises en réserve pour la productivité et la pérennité de la prairie. Et donc, voilà, on fait le premier pâturage au printemps. Souvent, voilà, classiquement, souvent, on attend peu de temps, on revient sous les 21 jours dans des conditions, des fois, dans des secteurs où c'est un peu, le climat est pas facile, on n'a pas tout le temps de la pluie, il fait froid, il fait chaud. On revient beaucoup trop tôt, enfin, on revient tôt. Et attends, j'ai la souris là, on revient tôt. Et donc la prairie, en fait, elle n'a pas eu le temps de refaire son système racinaire parce que comme elle a pompé des éléments pour repartir, et que si on revient trop vite, bah, elle n'a pas eu le temps de refaire beaucoup de système racinaire des réserves. Et on va venir pâturer là assez rapidement. Du coup, la plante, comme on va la pâturer, elle va devoir redégager des éléments et remobiliser des éléments qui fait que ça va lui perdre encore plus de réserves. Et plus on fait ça assez rapidement avec des temps de repos pas adéquats, des temps de retour trop vite, bah, les plantes, elles n'ont pas le temps de leur faire leurs réserves, leurs racines, et on arrive à des systèmes très superficiels, très fins, avec très peu de racines, qui n'arrivent pas à repousser, pas parce qu'en fait, elles n'ont pas ce qu'il faut, elles n'ont pas pu faire de tas de mise en réserve. Et donc, l'idée du pâturage un peu régénératif, ou voilà, le nom qu'on a pu donner, c'est plutôt en fait de respecter ces cycles de mise en réserve, de cycle global, de toujours penser sol, plante, animal, parce que c'est vrai que là, on peut avoir un réflexe de penser beaucoup animal. C'est sûr, pour l'animal, là, dans un système comme ça va faire du lait ou de la viande. Très bien. Par contre, dès qu'on va arriver l'été, on va plus faire grand-chose. Par contre, au printemps, c'est sûr que ça va produire fort. On va pouvoir faire entre 20 jusqu'à 35 litres selon la complémentation. Mais par contre, dès qu'on va arriver l'été, ben, on n'aura plus grand-chose à manger, quoi. L'idée du pâturage génératif, c'est plutôt en fait de maximiser les mises en réserve pour toujours assurer une production sur l'année. Donc c'est sûr qu'on va peut-être pas aller chercher des pics de production importants au printemps, comme on peut connaître avant. Par contre, le but, c'est de jouer sur enfin, la pérennité de la prairie, et la production aussi et l'état de l'animal, parce qu'il pâture toute l'année. Voilà, des animaux qui pâturent sont quand même souvent en meilleur état que des animaux qui sont en bâtiment. Ça, on sait que le pâturage, ça a quand même un effet sur la santé des animaux quand même assez important. Plus à pâture, plus à profite, quoi. Donc, c'est pour ça que le pâturage, c'est un gros levier. Et donc là, le pâturage régénératif, au printemps, on va attendre un petit peu plus, en fait, que les plantes soient un peu développées, un peu plus développées, pour qu'elles développent plus de systèmes racinaires, plus d'exudats racinaires, et qu'elles soient, voilà, déjà, qu'elles fassent bien, des fois, entre 20 et 30 centimètres. Alors que là, on aurait plutôt tendance à sortir des animaux à 10-15 centimètres de haut d'herbe. Là, voilà, pour recul, on attend plutôt que ça fasse au moins 20-30 centimètres, quoi. Donc, ce qui peut, dans certains itinéraires, dire bah non, les vaches vont gaspiller, il faut faucher. Mais il n'y a rien qui est gaspillé dans le système. C'est ça qu'il faut bien penser. Rien n'est gaspillé. Tout est valorisé par le sol ou l'animal. C'est juste que des fois, on pense que animal et on pense pas assez sol. Et on gère bien un système global. Donc, pour avoir une pérennité. Et donc, voilà, on va attendre un peu plus tard. Et du coup, les vaches, quand elles vont venir, et ben, le stade des racinaires mises en réserve sont plus importants. Ça aura fait une petite litière par les feuilles mortes. Parce que bah, au bout de trois quatre feuilles, ça en pâturage, ça, on le voit bien, bah, la quatrième feuille, elle se dégrade, elle fait plus grand-chose, comme dans toutes ces céréales où les trois premières feuilles, c'est quand même les plus importantes en termes de rendement et de photosynthèse. Mais c'est pas grave, ça va protéger le sol, nourrir le sol. Ça va faire un peu un rôle de litière, quoi. L'important, c'est de garder un peu une litière comme en semi-direct sous couvert. Les résidus sont importants pour protéger contre la sécheresse, l'érosion et garder l'humidité.
et ben en pâturage, il faut qu'on fasse pareil, quoi. Faut pas vouloir toujours raser, parce que c'est comme ça qu'on fatigue nos sols et les plantes. Et donc, on va mettre les animaux un peu plus tard et on va attendre. Donc là, va remobiliser beaucoup d'éléments quand on va se faire pâturer. Et comme on va rattendre un petit peu plus, et ben, les plantes auront toujours du temps à faire beaucoup de racines, beaucoup de litières. Et plus on va cumuler ça, c'est comme l'effet des couverts. Au bout de 4 5 ans, voire 6 ans de couverts, ben là, on sent qu'on passe un palier sur la fertilité des sols. Ben là, c'est la même idée. C'est en fait le fait de cumuler ça. Au bout d'un moment, en fait, on va tellement amener d'énergie que les sols vont fonctionner beaucoup plus. Il y aura un moment où on ne verra pas grand-chose, on se dira ouais, on perd, mais c'est le temps de remettre de l'énergie dans le système, comme dans les couverts. Les 2 premières années, on voit des fois pas grand-chose, c'est un peu long, faut persévérer, quoi. Et donc, ça veut dire qu'on met des animaux dans de l'herbe un peu plus avancée, donc ce qui est pas du tout, qui peut être des fois pas du tout conseillé pour des performances laitières ou de bovines étangs. Mais en fait, on a plus de freins psychologiques qu'en fait de réalité vraiment technique, quoi. Et c'est un peu, j'ai l'impression qu'on subit un peu la même transition en grande culture où il y a 10 15 ans, on commençait à parler du semi-direct sous couvert, on pouvait nous faire prendre un peu pour enfin, des systèmes un peu qui ne fonctionnera pas, les couverts, ça gêne, enfin, et que maintenant, on sent que les couverts, ça reste une grande solution et la réduction de travail du sol. Bah là, en pâturage, tout ce qui est élevage, on subit un peu le même virage, je pense, à regarder. C'est qu'il faut penser aussi sol et qu'il faut le nourrir et le protéger pour pérenniser la production et nos sols. Et donc, il fait qu'il faut un peu voir où il faut protéger le sol et donc gérer un peu autrement la prairie, quoi. Donc voilà un peu l'idée un des moyens du pâturage. Donc souvent, ça, c'est le moyen qui fait le plus peur aux agriculteurs. Quand, voilà, quand on discute et que je peux présenter ces techniques-là, quand on est habitué à manger dans de la petite herbe verte depuis longtemps, de changer d'aller dans de l'herbe un peu plus évoluée, un peu plus mûre, un peu plus complexe, qui a beaucoup plus d'éléments, bah ça fait vite peur. Alors qu'il ne faudrait pas du tout, je vais vous montrer des résultats. Donc voilà, donc là je vais vous montrer un peu. Donc là, c'est des chèvres laitières. Donc pour ceux qui connaissent un peu les chèvres, c'est très 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 délicat des chèvres. Contrairement à ce qu'on pense, ou des fois, oui, on pense que des chèvres, ça mange sur des talus, mais non. Si on veut faire du lait de bonne qualité et qu'elle soit en bonne santé, parce que c'est très sensible au parasitisme, les chèvres, et bah, il faut être très pointu, quoi. Euh, Plus pointu que les vaches, pour recul. Et donc là, je vais montrer un peu de ce qu'on fait sur les chèvres en montagne. Là, donc là, c'est du... On met les chèvres dans de l'herbe comme ça assez développée. Alors, voilà, je vous laisse un peu regarder. Ben, justement, on voit pas, en fait, on est encore Ah sur mince. ouverture de slash user slash Étienne Gauthier. Alors attends, comment? Excuse-moi. Euh, Peut-être départage, lance la vidéo et repartage, je sais pas. Attends, faut que je te trouve. Où on était le partage. Ah, c'est bon normalement. Alors, Étienne Gauthier a commencé le partage samedi. Donc, tu vois ou pas? Oui, c'est bon. Donc là, c'est des chèvres laitières. En montagne, on est à 1200 mètres là, 1030. Et donc, on met les chèvres dans de l'herbe épiée comme ça. Et depuis qu'on fait ça, ça a vraiment amélioré les productions des prairies. Vous pouvez voir les prairies qui sont quand même plutôt très belles. Enfin, moi, je les trouve assez belles. Et ce qui est assez surprenant, et ça, vous allez voir même dans les vaches, c'est elles mangent d'abord les épis. Et ça, les vaches, c'est pareil. Quand on met les animaux dans de l'herbe assez épiée et qu'on les sert, bien sûr, et ben, elles mangent en premier les épis. En fait, c'est très, très riche, les épis. Et donc, donc là, c'est l'entrée, là, c'est la sortie des animaux. Donc là, ça peut faire très peur de laisser ça au champ. On se dit, là, c'est énormément de gaspillage, c'est pas possible. Et en fait, derrière, on a des productions, enfin, je vous montrerai des photos qui sont vraiment très, très importantes, bien plus qu'avant. Plus on nourrit le sol, plus il nous le rend, quoi. Et c'est ça qu'il faut bien penser, qu'il faut autant nourrir le sol que les animaux. Et quand on commence à développer ces techniques-là, bah, on améliore vraiment nos productions prairies des animaux. Je repartage l'écran. Hop. Et donc, c'est voilà, c'est important. Et pour retour là sur ces chèvres, là,
Souvent, c'était du 2 litres, 2 litres 5. Et avec des systèmes comme ça, on a réussi à avoir des systèmes de 3 litres par chèvre, par jour. Et vraiment des chèvres en très très bon état. Voilà. Elles ont tellement une diversité de plantes qu'elles font leur ration, quoi. Il y a des épis, il y a des feuilles, il y a des gaines, il y a des plantes, il y a de tout. Et avec ça, elles peuvent faire vraiment leur ration équilibrée et performante pour tous les aspects de l'animal, santé, repro, production, état de l'animal. Parce que plus on va porter de la diversité, plus on va pouvoir travailler sur tous ces pôles qui permettent d'avoir un bon animal et un bon sol. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir des stades un peu plus matures parce que on a des plantes plus riches en éléments complexes qui jouent sur beaucoup de choses et des plantes trop jeunes. Je pense que c'est très bien pour voilà, ça contient du sucre, du NPK, mais il y a d'autres éléments qui sont pas trop là parce que c'est avec le temps qu'on arrive à les piger, ces éléments-là. C'est des éléments beaucoup plus complexes qui demandent du temps pour se complexifier. Et ben là, avec de l'herbe plus mature. Et donc là, c'est dans l'Allier, dans des secteurs très séchants, enfin des secteurs assez compliqués de l'Allier, terre séchante, acide. Euh, et donc là, c'est un agriculteur qui a des prairies permanentes qui fonctionnaient plus du tout. Et que voilà, on travaille ensemble, on se connaît bien depuis quelques années. Et il m'a dit, voilà, je voudrais qu'on avance maintenant sur les prairies, parce que voilà, on travaillait pas mal sur les céréales, mais il voulait avancer sur les prairies. Il m'a dit, bon voilà, il faut qu'on avance sur les prairies et qu'est-ce qu'on peut faire, Étienne? Et donc voilà, je lui ai parlé de ces techniques-là avec les collègues et il a dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, elles sont déjà en mauvais état, les prairies. Donc que je fasse quelque chose ou pas, ça va pas changer grand-chose. Et donc il a essayé cette technique de pâturage régénératif, d'attendre que les plantes produisent, se complexifient, fassent des réserves pour rentrer les animaux. Donc comme vous pouvez voir là sur les quads, c'est des parcelles de foin, hein. Pour beaucoup de gens, on pourrait faire du foin avec ça. Moi, je l'appelle un peu l'herbe thalasso. Tant que ça gratte pas le bas des ventes des vaches, c'est que c'est pas, faut pas encore les mettre. Mais bon, c'est un peu pour rire, quoi. Mais voilà, un peu l'image des vaches allaitantes. Donc voilà, il y a de l'herbe très haute. Je vais vous montrer d'autres photos. Donc ça, là, c'est un peu plus tard dans la saison, au mois de juin. Donc l'herbe qui commence un peu à passer, même voire très foin. Bah, ils mettaient les animaux quand même dedans. Et on peut voir donc il a commencé ça dès le mois d'avril en 2023, enfin dès la sortie des animaux. Et au début, ça a été très compliqué psychologiquement. C'était plus lui qui freinait, enfin, qui avait peur que les animaux en soi. De mettre des animaux dans de l'herbe comme ça, quand on n'est pas habitué, c'est très très dur. C'est comme semi-direct, faire du semi-direct sous couvert. Quand on n'est pas habitué, ça fait très très peur. Bah là, c'est pareil avec les animaux. Et ce qui a fait qu'il a vraiment continué cette année, enfin, qu'il a continué pendant toute l'année 2023, alors que c'est un éleveur quand même enfin, c'est des éleveurs assez pointus sur leurs vaches allaitantes. C'est vraiment des systèmes basés sur l'allaitant et c'est ça qui fait la rentabilité. Donc, il cherche vraiment des très belles vaches et productives. Bah, ce qui a fait qu'il a continué, c'est que les vaches et les veaux se tenaient vraiment en état et que bah, il regardait beaucoup les bouses. Et les bouses avaient vraiment les formes parfaites d'une assiette avec un cratère au milieu, avec un peu des vagues. Là, ça veut dire que le rumen fonctionne vraiment à l'optimal, quoi. Il y a vraiment une bonne activité biologique, il y a de l'azote, de la fibre. Donc, ça veut dire que l'animal en profitait vraiment bien, quoi. Donc, il faisait qu'il voulait continuer. Et comme il faisait du semi-direct sous couvert, il avait déjà cette notion de restitution. Il savait que quand on mettait des couverts au sol, bah derrière, les cultures étaient plus belles. Donc, le faire avec les animaux, ça ne le faisait pas trop peur parce qu'il avait déjà cette notion. Souvent, les agriculteurs qui peuvent commencer ça, c'est des gens qui font un peu déjà du semi-direct sous couvert, du réduction de travail du sol couvert. Ils n'ont pas peur de laisser des choses au sol, quoi. Ça leur fait pas trop, trop peur. Et ça, c'est les repousses après, quoi. Donc, on peut voir les vieilles plantes, un peu, les épis, enfin les tiges qu'elles n'ont pas mangées, un peu la litière que ça fait. Et le dessous qui repart, c'est impressionnant. Ça repart plein de graminées, de trèfles, très jolis. Et c'est ça aussi qui a fait que ça a maintenu les agriculteurs à continuer. C'est qu'ils voyaient des repousses derrière vraiment très, très belles. Le fait de nourrir et de protéger les sols de prairie, comme ils sont déjà assez riches grâce à beaucoup de matière organique, dès qu'on restitue des plantes vite dégradables des résidus, donc de la matière organique libre, ça stimule la vie biologique et ça réagit vraiment très bien sur la production, quoi. Et souvent, quand la prairie est belle, les animaux sont beaux derrière. C'est quand même assez lié. Et ça c'était dans l'Allier tout à l'heure. Et là, c'est en Normandie, donc sur la ferme, enfin, paternelle.
Pardon. Et donc là, voilà, c'était cet été. Dans quoi ils mettaient les animaux cet été. Donc ça fait, là, il y a même de l'herbe qui repousse dans le foin. Mais grâce à une prairie comme ça a pu permettre de rester un mois dans la parcelle et du coup laisser du repos sur les autres parcelles. Parce que ce qui est important, c'est le temps de repos. Et donc, quand ils les mettaient, c'était comme ça. Et quand on les sortait, bah, c'était chantier comme ça, quoi. C'est un sacré chantier. Et les repousses derrière, c'était vraiment très, très bien. Je vais vous montrer d'autres photos de repousses. Donc, c'est 10, 15 jours, 20 jours après, 30 jours, 40 jours, 50 jours et 60 jours. Donc voilà, c'est vraiment, les repousses derrière sont vraiment très belles, très denses à verser pratiquement après au bout de 40, 50 jours. Donc, faut pas avoir peur de laisser des choses au sol, surtout quand les vaches, elles piétinent et qu'elles mettent les bouses par-dessus. Ça fait un peu un mélange comme l'agriculture régénérative où on fait des moches avec des ferments. Et ben en fait, ça stimule parce qu'on met les ferments grâce au pissa et aux bouses, on met des résidus et tout ça en contact avec le sol, ça active vraiment la fertilité des sols et du coup la minéralisation et ça permet de nourrir des plantes qui ont besoin d'être bien nourries, notamment des raigrats, des trèfles qui demandent des fétuques, des dactyles, qui demandent beaucoup d'éléments, quoi. Donc voilà au niveau des repousses ce que ça fait. Et donc là, je vais vous montrer des résultats vraiment sur les bovins. Donc là, c'était sur la ferme de l'Allier que je vous présentais tout à l'heure. Donc avec les vaches allaitantes, là, les charolaises. Et donc, c'est des gens qui suivent très très bien leur troupeau avec bovin croissance. Donc, c'est vraiment très carré hein, pour améliorer au maximum leurs animaux et la productivité et la santé de leurs animaux. Et donc, on avait les résultats de 2022 et 2023. Donc 2022, c'était une année vraiment assez bonne pour le pâturage dans l'Allier. Il a plu assez souvent. Il était en pâturage classique en 2022. Donc on va dire 10, 15 jours de présence par parcelle. Il revenait toutes les 3 semaines. Et en 2023, il est passé à cette technique de pâturage régénératif où ils ont fait des plus petits paddocks, laisser plus de temps de repos et mettre les vaches dans de l'herbe plus haute. Et donc là, c'est la pesée des broutards donc en 2023, donc à 4 mois, à 7 mois, et le gain de 4 à 7 mois. Donc à 4 mois, c'est la sortie des bâtiments de la stabulation, donc à l'entrée du pâturage, et à 7 mois, c'est à peu près la sortie du pâturage, pas en milieu, quoi. Et donc le gain entre les deux. Et donc en bleu, là, on peut voir, c'est le poids des animaux en 2022. En 2023, en orange, bah, c'est le poids des animaux en 2023 sortis du bâtiment. Donc, ils sont assez similaires entre 2022 et 2023. Donc, on part sur les mêmes veaux entre 22 et 23. Par contre, au niveau du pâturage, c'était complètement différent. Et en plus, conditions beaucoup plus séchantes en 2023 dans l'Allier par rapport à 22. Et donc là, c'est les. Je cherche ma souris, voilà. Et donc là, on peut voir que là, c'est les poids, les gains des animaux, des broutards, avec du pâturage régénératif très tardif, enfin, assez tardif. Ils font, par exemple, à peu près les mêmes JMQ que l'année 2022 où ils faisaient dans de la petite herbe qui poussait un peu tout le temps parce qu'il y avait de la pluie. Donc, c'était vraiment assez réconfortant. C'est que enfin, les agriculteurs arrivaient à faire des JMQ aussi performants qu'avant avec des systèmes d'herbe beaucoup plus vieilles et on peut croire de gaspille, quoi et qu'ils arrivaient à aller chercher des JMQ en plein pâturage de 1500 à 1900 grammes gain moyen quotidien. Donc c'est quand même assez important et c'est un des agriculteurs qui n'apporte pas du tout de concentré au champ, quoi. Donc il y a vraiment moyen de faire de la viande avec de l'herbe, ça c'est clair et net. Et là ça le prouve bien, quoi. Et donc là, c'est pour vous comparer un peu des systèmes. Donc pâturage tournant dynamique en élevage allaitant avec des concentrés au champ pour les broutards. Donc c'est un agriculteur qui suit assez bien ses pâtures, mais qui a encore un système assez de l'herbe un peu plus courte, temps de repos un peu plus court. Et donc là, c'est le pâturage régénératif avec les temps de repos plus longs et de l'herbe un peu plus. Et là, c'est du pâturage plus classique donc des temps de présence de 10, 15 jours par parcelle et ils reviennent tous les 3, 4 semaines avec des concentrés. Et donc là, c'est le poids des mâles. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est donc il faut comparer, c'est à peu près les histogrammes là, ceux-là, là, à la limite, là, les trois, c'est les mêmes, c'est les gains. Attendez, c'est les gains de 4 à 7 mois, celui-ci. Le gris là,
Le vert, ça se gagne 4 à 7 mois et c'est aussi gris à peu près. Et donc là, en pâturage, tournant dynamique plus déconcentré, ils avaient une moyenne de 1311 grammes par jour, c'est Broutard. Et en pâturage régénératif, en moyenne, enfin la médiane, pardon, c'était 1261, alors que c'est de l'herbe beaucoup plus tardive et il n'y a pas de concentré. Et là, c'est un système d'herbe, voilà, il n'y a pas, voilà, pâturage beaucoup plus prononcé, avec peu de temps de repos et fort temps de présence. Et on descend à 1172 alors qu'il y a des concentrés. Donc c'est pour vous montrer vraiment qu'avec de l'herbe même mature, on peut aller chercher des productions équivalentes à du pâturage un peu plus voilà, pâturage dynamique avec des concentrés alors que là, il n'y a pas de concentré. Et en plus, le gain que surtout qu'ils ont les agriculteurs, c'est un gain de fuel parce que là, ils ont économisé pratiquement un mois de pâturage l'été, alors que là, comme il revenait assez rapidement à chaque fois, bah, il y a toujours de l'affouragement pendant un mois et demi, 2 mois l'année dernière, alors que là, il a fait que pendant 2, 3 semaines, quoi. Et pas de concentré, et les prairies en meilleur état. Donc voilà, les animaux ont vraiment bien, bien répondu. Et donc là, c'est pour vous montrer aussi en pâturage, en élevage laitier. Souvent, on peut se dire, ouais, en élevage allaitant, c'est plus facile. Mais quand on connaît des vrais éleveurs allaitants, c'est aussi technique que l'élevage laitier, l'élevage allaitant, si on veut vraiment gagner de l'argent. Et donc là, voilà, c'est pour ça. Là, donc c'est dans le Doubs, dans des secteurs aussi assez séchants, donc en système Montbéliard, Comté. Et donc, voilà, c'est un agriculteur qui a osé faire aussi cette technique de pâturage un peu plus tardif. On peut voir là, les épis, on peut voir les vaches où il y a plus de refus au global, quoi. Et donc, là, je vais vous montrer un peu les graphiques de production. Donc, il y a 23, 22 et 21, donc au niveau des années. Donc en production, ils ont perdu un peu. En 21, en année 21, ils faisaient 24, 25 litres. 22 aussi, pareil, 22 litres. Et en 23, 24 litres, pardon. Et en 23, ils étaient plus proches des 22 litres. Donc il y a eu une petite perte de 2 litres à peu près en moyenne sur les vaches. Par contre, au niveau des taux, ça s'est vraiment amélioré. Au niveau des TP, bon, c'est à peu près pareil, c'est du 31, 32. C'est assez dur à monter en pâturage, enfin, c'est pas à part si on voilà, avec des jerseys, mais en système élevage laitier, faut. Par contre, en TB, pardon, ils ont vraiment augmenté, parce qu'avant, ils étaient plutôt autour des 34, 35, et là, ils ont monté à 38,8, quoi. Et donc, au global, en termes de production du kilo de lait, ça a pu permettre d'augmenter la production totale à 7002, quoi. Donc, c'est ça aussi, il faut voir la globalité des choses. C'est que peut-être que le lait, voilà, des fois, il y a des productions un peu moins importantes, mais il est plus riche et ça permet de compenser quand même des fois cette perte. Et après, le travail à faire, c'est que là, c'est de l'équilibrage de ration. Je pense que le problème, c'est que là, comme c'est de l'herbe qui est différente, et ben, faut maintenant qu'on travaille plus sur au niveau des concentrés pour bien rééquilibrer le système parce qu'on se calait peut-être à des équilibrages de ration avec un historique d'herbe un peu verte. Et là, c'est de l'herbe un peu plus mature, un peu plus fibreuse. Et donc, il faut équilibrer un peu mieux la ration, quoi. Mais on arrive très bien à produire. Et en moyenne, sur ces prairies-là, l'agriculteur le disait bien. C'est pour ça qu'il a voulu vraiment faire ça plus cette année. C'est des prairies qui sont restées vertes toute l'année, quoi. Contrairement aux autres parcelles qui ont vite grillé. Euh, vite grillé parce qu'il y avait beaucoup moins de temps de repos, quoi. Donc voilà au niveau du pâturage. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, je voulais vous présenter un peu des résultats sur le- la- les effets sur l'herbe, les repousses, la technique du pâturage et l'effet sur les animaux. Parce que c'est important de voir la globalité. C'est vraiment mon souhait de faire partager ça. Ça améliore plusieurs points, quoi. Si on fait quelque chose et ça améliore qu'un point sur la ferme, pour moi, c'est pas cohérent. Faut que ça améliore sol, plante, animal, quoi. Dès qu'on fait un effet, il faut que ça soit global. Sinon faut faire, enfin, ça demande trop d'énergie par rapport à la rentabilité, quoi. Donc voilà pour le pâturage. Maintenant, je peux vous parler un peu de la fauche. Donc ça, c'est des sources. C'est pour montrer que voilà, faut aussi faut éviter de faucher ras. Et comme le pâturage d'ailleurs, faut éviter de pâturer ras. Et donc là, on le voit bien dans le graphique. Donc c'est une fauche à 3 centimètres, à 6 centimètres et à 9 centimètres. Et donc là, on peut voir que c'est le rendement global. À 3 centimètres, c'est 13,6. À 6, 14,3. Et à 9, 14. Donc il y a quand même un gros delta entre 3 et 9. À la faucheuse, ça se voit quand même bien, hein. Et voilà, c'est vraiment
faut vraiment pas avoir peur, il faut le faire. Je vous conseille vraiment de faucher haut parce que les repousses sont meilleures, on protège mieux les sols. Euh, voilà, c'est assez global et on fait le même rendement. Donc c'est vraiment important de faucher haut et c'est le même repère un peu pour le pâturage où c'est important de pâturer assez haut pour pas trop raser des fois parce qu'on peut pénaliser la mise en réserve. Et Donc pour un voilà, au niveau de pâturage, la tu fauche, gardes les mêmes hauteurs tu gardes les mêmes hauteurs, bah 6-7 si c'est cm. Ça voilà, dépend de l'espèce pâturée. ouais, c'est ça. C'est voilà, c'est un peu, faut garder un peu la même notion. C'est voilà, comme je suis autant passionné des grandes cultures que de l'élevage, j'ai vraiment appris grâce aux grandes cultures qu'il fallait toujours laisser des résidus au sol, surtout dans des sols limoneux, battants. Et donc, si on veut laisser des résidus, et bah, le seul moyen, c'est pas de pâturer ras, quoi. Et surtout avec les années climatiques, on a de plus en plus extrêmes qu'on peut vivre. De beaucoup de pluie, puis après 15 jours de beau avec du sec qui sèche tout de suite. Nous, en prairie, là, c'est impressionnant, ça sèche énormément. Et bah, il faut vraiment protéger les sols, quoi. Parce que s'il doit subir le climat, parce qu'il n'y a pas de protection, ça va être très dur pour lui de résister, quoi. Donc, c'est important de laisser des résidus, même en pâturage, en élevage. Et là, c'est pour vous montrer, bah, l'herbe, là, souvent ça, à bout de 14 jours de repousse, des fauches à 1 cm, à 5 et à 9. Et en plus, derrière, à 9 cm, la repousse est bien meilleure. Elle donne bien, enfin, plus on fauche haut, plus ça repousse vite, mieux on protège son sol. Il y a vraiment un intérêt de faucher assez haut, quoi. Donc voilà, avec le même nombre de repousse, on gagne vraiment on gagne du rendement par rapport à une fauche à 3 cm. Donc voilà, la hauteur de fauche. Un autre moyen aussi, c'est les fauches de restitution. Alors ça, c'est des choses qu'on a mis en place depuis 3 ans à peu près. Cette idée-là vient des semis directs sous couvert, où voilà, plus on faisait des restitutions de beaux couverts au sol, plus les cultures marchaient. Et souvent, la dernière coupe d'automne en prairie, c'est assez compliqué de la valoriser, de la sécher. C'est beaucoup d'eau. C'est des pousses qui poussent dans l'eau et donc qui n'est pas très très riche. Et des fois qui est difficilement valorisable. Donc aux agriculteurs, j'aurais conseillé de les faucher, de les laisser au sol, quoi. Donc au début, ça faisait peur. Donc là, vous pouvez voir des photos. Donc ça, c'est une photo au mois de décembre, le 25 décembre. C'était fauché le 25 décembre. Bon, c'était un peu frais là. C'était un peu limite. On voit un peu les marques de tracteur, mais voilà, c'est pour vous donner, rendre compte de ce qu'on peut restituer des sols et qu'il n'y a pas du tout de perte derrière. Et derrière, donc là, on peut voir, j'ai mis un trait rouge. C'est la partie en bas, c'est la partie fauchée exportée, donc en fourragement en verre, qui était fait jusqu'au mois de décembre. Et là, c'est la partie fauchée restituée, en dessous du trait, on va dire. Enfin, au-dessus ou en dessous, ça dépend comment on regarde. Mais et bah, voilà. En global, l'agriculteur disait que tout ce qu'il avait fauché, restitué, c'était beaucoup plus vert et beaucoup plus beau. Et ça avait vraiment restimulé la prairie au niveau des légumineuses. Donc c'est vraiment, enfin, les fauches de restitution d'automne. Je la conseille vraiment, ça a vraiment un effet. C'est un effet pratiquement de fumier. C'est assez impressionnant parce que quand on fait un peu des équivalents, une tonne d'herbe, ça peut faire une équivalence de 3 4 tonnes de fumier en termes de valeur, de sucre, de NPK. Donc si on restitue 2 tonnes, 2,5 tonnes de fumier, de fauche de restitution, on restitue pratiquement 8 10 tonnes de fumier. Si on fait ça tous les ans, 8 10 tonnes de fumier, bah, ça fera du très 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 bon boulot pour les sols et pour la production et pour les animaux. Par contre, ce qui est important, bah, c'est de faucher haut, c'est de faucher de l'herbe qui est au moins à 15-20 cm. Il ne faut pas aller faucher de l'herbe qui fait 10 cm parce que ça veut dire qu'elle n'a pas fait ses réserves et on va plutôt la fatiguer. Et c'est pas de faire ça trop tard, plutôt mi-octobre, mi-novembre pour qu'il y ait une bonne dégradation de la vie biologique. Parce que ce que j'ai pu comprendre grâce aux animaux, c'est que le sol, c'est comme un ruminant, il valorise la même chose, il dégrade de la matière organique, du fourrage, de l'herbe, des couverts. Et le sol, c'est pareil qu'un. Et donc, le fait de restituer des choses comme ça, très riches, très vertes, bah, il le valorise bien, il le dégrade très très bien. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de restituer des choses comme ça à des couverts, à des sols, en prairie. Quand on se fait dépasser, des fois ça arrive à l'automne. Il suffit en plus qu'on ait fertilisé à l'automne, parce que c'est encore mieux de faire une fertilisation fumier pour maximiser les mises en réserve et ensuite faire une fauche de restitution. C'est des gros moyens pour réaméliorer les prairies de fauche. Donc là, je parle bien que des prairies de fauche, hein, parce que bah, il y a toujours des fois des prairies qui ne peuvent pas être pâturées. Donc c'est important de travailler autant sur la fauche que la pâture. Donc voilà, et donc là, c'est pour vous montrer.
C'était une fauche qui a été faite il y a 2 ans de restitution entre les deux traits là. Et à côté, il n'y a pas eu de fauche de restitution, c'était des fauches exportées. Et au bout de 2 ans, on voyait encore son effet sur la prairie. On voit que c'est beaucoup plus vert. Et en moyenne, l'agriculteur, là, bon, bah, c'est Romain Calbe, du coup, il avait noté entre 25 et 48% de rendement en plus sur cette bande-là de fourrage. Meilleure qualité en plus et plus vert. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent vraiment se faire à vouloir restituer du fourrage, quoi. Donc voilà, donc on a eu pâturage, hauteur de fauche, des restitutions. Après, il y a les semis-de-métail aussi qui peuvent faire beaucoup de bien à dynamiser des prairies. Et ce qu'on a pu apprendre, c'est qu'il faut être très agressif parce que des prairies permanentes qui sont en mauvais état, souvent c'est des plantes très concurrentielles qui sont très costauds, qui poussent dans des sols un peu compliqués. Et si on veut redynamiser ça, il faut un peu perturber le système et le travail du sol est important. Donc souvent, ce qui fonctionne pardon, assez bien, c'est les mélanges avoine. Je trouve que les avoines, ça fait du très bon boulot. Ça a des bonnes valeurs fourragères pour les animaux, c'est appétant. Une bonne base d'avoine veste, on fait déjà du très très bon boulot. Il y a des agriculteurs qui font des mélanges même de 200 kilos d'avoine et 25 kilos de veste. Et là, ça fait vraiment du très 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 bon boulot pour restructurer les sols et faire des très bons fourrages. Après, on peut faire des choses un peu moins agressives, du 50-60 kilos d'avoine et puis 10 kilos de veste. Ça dépend un peu de l'état de la prairie. Mais voilà, de faire des mélanges assez simples, faciles, parce que bah, ça coûte vite très cher. Si on a beaucoup d'écarts, on ne peut pas se permettre tout le temps de faire des mélanges à 180-200 euros, quoi. Le plus important, c'est de faire plein de petites choses pour qu'à la fin, ces choses cumulées fassent une grande chose, quoi. Donc voilà, c'est souvent des semis d'automne. C'est là où on a le plus de possibilités. Donc voilà. Et là, c'est une des techniques. Donc là, c'est sur la ferme aussi familiale, mais il y a d'autres exemples, j'ai pas pris, mais dans le Doubs, voilà. On a appris que voilà, il fallait être agressif. Donc là, vous pouvez voir, c'est des prairies. Donc là, on a semé en métail. Donc là, j'ai pas mis de prairie à comment elle était avant, mais bon, elle était pas fatiguée à fond, mais on sentait qu'elle a commencé à perdre de dynamique. Et du coup, bah, il a été semis un métail. Et donc là, début octobre, donc vous pouvez voir, donc c'était un vibro et puis un vulodé. Et donc ça a été défoncé assez agressif, hein. Ça peut faire peur. On a l'impression qu'on tue une prairie quand on fait ça, clairement. Et puis ça, c'est au mois de novembre, décembre, janvier, avril, et puis à un moment de la fauche au mois de juin, quoi. Donc, il faut vraiment pas avoir peur d'être un peu agressif pour un peu perturber le système pour que le métail s'installe afin qu'il refasse la structure. Parce qu'en fait, le métail, il a un double rôle, c'est de restructurer le sol pour le dynamiser et de faire du fourrage. Donc, si on veut le réussir, bah, c'est important de bien l'implanter. Et pour bien l'implanter dans des prairies un peu fatiguées, il ne faut pas avoir peur de un peu bouleverser le système et de faire un genre de petit déchômage. Et ça stimule la prairie parce qu'en fait, on la perturbe et du coup, ça reminéralise et ça permet de faire regermer pas mal de prairies et de refaire un beau tapis, quoi. Donc voilà au niveau des semis de métail. D'autres moyens, c'est la valorisation des fumiers. Voilà, pour ma part, voilà, je conseille très peu les composts. Les composts, c'est vraiment plutôt utile, je pense, dans les systèmes de grande culture où il y a eu, ça fait longtemps qu'il y a eu du fumier et qu'on a besoin de matière organique très stable, humifiée, pour remonter rapidement des matières organiques. Des gros apports de compost, ça peut faire vraiment du bien parce que c'est des matières organiques stables. Et on a besoin de ces choses-là dans des contextes de grande culture où il y a eu beaucoup de travail et qu'on a vidé ces matières organiques stables. Par contre, en prairie, on est plutôt à l'inverse. On est plutôt des excès de matière organique au total et on a besoin de choses très vite dégradables, assimilables. Et les fumiers frais le font très bien, quoi. Et donc là, c'est des coefficients d'utilisation à l'automne au niveau de l'azote. Donc là, c'est fumier de bovin apporté à l'automne. Entre 30 à 20% de l'azote qui va être apporté à l'automne va être valorisé l'année suivante pour la prairie, enfin, va être valorisé par la prairie. Alors que si on l'apporte au printemps, c'est entre 1%, entre 10% et 5%. Donc c'est quand même assez bas. Et du compost de fumier, donc du 6 mois un peu assez composté, bah, on perd déjà pas mal de valorisation à l'automne, un petit peu, 5%. Et ce qui peut être vraiment impressionnant, c'est par contre l'effet pratiquement négatif, enfin pas négatif, mais zéro de mettre un compost sur les sols de prairie en termes d'apport d'éléments, quoi.
Donc, c'est vraiment important d'apporter déjà à l'automne. Ça, on voit le coefficient azoté qui est beaucoup plus important. Et encore mieux du fumier frais pour mieux valoriser les produits et stimuler les sols. Et donc là, c'est pour montrer, ça c'était une étude qui a été partagée par TCS, là, le numéro 125, qui a été, je crois que c'était celui il y a 2 3 mois, enfin, en début d'année, pour montrer les effets entre compost et fumier frais. Donc on peut voir déjà, donc ça c'est le tas initial et les méthodes de compost, donc de 6 mois, bout de champ, soit bâché ou pas bâché ou tassé. On peut voir que déjà, en termes de masse, bon, bah, il perd du volume. Et en carbone, il perd quand même beaucoup par rapport au tas initial. Entre 25 et 47%, il perd de carbone. Donc, c'est quand même dommage de le perdre. Donc, il s'en va dans l'air, quoi. Donc, c'est dommage qu'il ne soit pas injecté dans le sol ou valorisé. Tac. Et après 6 semaines de stockage et 100 millimètres de pluie, on peut voir qu'en moyenne, au niveau phosphore, potasse, calcium, magnésium, il y a une perte entre 30 et 40%, voire 52% en potasse des éléments par rapport au tas de fumier initial, quoi. Et comme on sait que les prairies, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est quand même des gros besoins, entre 200, 250, voire 300 unités de potasse, et qu'on perd 37 à 52% en 6 semaines avec 100 millimètres de pluie, perd 50% de la potasse du fumier, bah, c'est quand même dommage pour le sol, pour la production, pour tout, quoi. Et en plus, c'est des éléments qui sont perdus parce que c'est en bout de champ, c'est lessivé, donc c'est quand même dommage. Et que voilà, après, par rapport à tout ce qui est lisier, aussi, c'est important de bien faire ça en bonnes conditions, donc température fraîche. Si c'est possible d'enfouir, bon, c'est pas souvent possible, mais d'éviter la mobilisation. On voit que les températures, dès qu'on a une température fraîche, on permet quand même de réduire la volatilisation des lisiers. Dès qu'on est en température élevée, plus du vent, on peut avoir en non enfoui jusqu'à 50-60% de perte de l'azote. Donc, c'est quand même dommage, comme on sait que c'est quand même un gros apport important sur nos prairies. Donc voilà, je voulais voilà, un peu ce que je pouvais partager sur tout ça, sur les prairies, l'état des prairies, comment on peut les améliorer, il y a un gros, gros potentiel, les effets de ces prairies, les moyens. Il y a encore plein d'autres choses à faire, mais voilà, en 1 heure, on peut pas. J'essaie de présenter assez rapidement, on va dire. Et donc, voilà, en tout cas, je vous remercie. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone, ou vous avez aussi le site internet. Ça vous permet de voir un peu la démarche. Et donc voilà, voilà, pour montrer un peu des photos de Normandie et des photos de Savoie aussi, que je suis un peu. C'est des secteurs où j'ai beaucoup vécu entre les deux, que je vis tout en Haute-Savoie maintenant. Et je pense que c'est l'effet de combiner tout ça qui permet d'avancer et de trouver des nouvelles idées, quoi. Donc je vous remercie beaucoup. Ben, merci Étienne, merci beaucoup. Si tu veux, on a quelques questions, enfin plutôt pas mal de questions même, Ok. euh, que je vais te poser. Et d'ailleurs, si vous avez, vous qui nous regardez, des questions, n'hésitez pas à continuer à les mettre dans le chat. Bien sûr, on les répondra toutes. Hauteur de fauche, ça, on en a parlé. Ça, c'est bon. Notion de délai de retour, on en a parlé. Voilà. Question, tu as parlé des exports d'une prairie qu'on pouvait un peu reconsidérer suivant la composition, mais on a une question intéressante, c'est la suivante. À l'échelle de l'atelier élevage, n'y a-t-il pas besoin de compenser les exports en P et K qui partent dans le lait et les carcasses? C'est une bonne question, c'est clair. Je pense que si on évitait toutes ces pertes de lessivage au niveau des fumiers, d'avoir des sols peu fertiles et qui stockent pas beaucoup, que ça ruisselle, je pense qu'il faut les prendre en considération. Mais si on améliore vraiment nos sols et qu'on peut valoriser nos profondeurs de sol où il y a vraiment beaucoup de stockage, en restituant bien, en protégeant nos sols, on peut déjà avoir des systèmes autonomes réellement. Ça, je pense que c'est historiquement, c'est pour ça qu'on avait tous des animaux sur la ferme, c'est parce que ça permet d'avoir une autonomie quand même globale avec de la production. Mais il faut avoir des systèmes fertiles, quoi, qui permettent de stocker. Parce que je pense que oui, si on n'a pas de moyen de les stocker,
tout ce qu'on met, les fumiers, les restitutions, les protections des sols, en effet, il faut peut-être les prendre en considération. Mais je pense déjà, si on gaspille pas ce qu'on met, ce serait déjà très bien. S'il n'y a pas de perte, on va dire, de ce qu'on met, ce serait déjà un meilleur point, déjà un bon point, quoi. Ok. Et donc pour rebondir là-dessus, mettons, on arrive sur une parcelle d'un point de vue minéral complètement ruinée. Il Ouais. faudrait avancer tout ça. Est-ce que tu considères donc d'apporter un peu de PEK et si oui, sous quelle forme et à quelle période? Hors organique, bien sûr, hein. Organique, ouais. Bah, alors, voilà, c'est la problématique des fermes où il n'y a pas d'élevage, c'est qu'on est toujours assez freiné là-dessus. Euh, En tout cas, si c'est assez faible en pK, faut d'abord déjà bien diagnostiquer au niveau de la structure du sol, du pH, parce que de mettre des éléments, mais s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de bonnes conditions physiologiques, enfin chimiques, enfin pas chimiques, mais acides au niveau du pH, euh, je, je travaillerai d'abord là-dessus. Si tout ça c'est bon et qu'il y a toujours un problème, bah oui, de mettre des engrais. Et là, je pense, de toute façon, euh, il y aura des personnes qui seront bien meilleures que moi pour répondre sur quelle forme, quel produit, mais euh, je préfère d'abord, avant de donner un engrais, il faut déjà s'assurer de la gestion du système niveau exportation, de restitution, savoir qu'est-ce qui est restitué et comment il est valorisé et sur quoi il travaille comme état du sol pour vraiment savoir s'il faut vraiment mettre de l'engrais, quoi. Parce qu'on se rend bien compte, enfin, pour travailler avec beaucoup d'éleveurs, plus on va travailler vers des sols fertiles en prairie, plus on se rend compte qu'on n'a plus besoin d'engrais, quoi. Ça pousse déjà pratiquement tout seul parce qu'on a des très bons sols et qu'on les nourrit et qu'on les. C'est ça qui est intéressant, c'est que la plante, si la plante est bien gérée, elle permet d'aller chercher plein d'éléments en profondeur et de les remettre en surface. Et donc, si on a l'animal pour ça, ou la gestion de la fauche ou quoi, et ben, on permet de garder en cycle tout ce cheminement-là. Il faut que ça soit dynamique, quoi. Il faut toujours qu'il y ait des échanges. Et, euh, et c'est plutôt comme ça que j'aurais l'approche avant de dire faut mettre du P et du K, quoi. Ok. Et donc pour rebondir là-dessus, donc cette auto-fertilité, elle est conditionnée par le fait d'aller chercher dans le fond ce qu'il y a à manger. Tu arrives sur une parcelle, donc niveau minéral c'est bon, mais niveau fertilité physique c'est complètement ruiné. Comment tu considères la fissuration? Quel outil, quelle période? Donc tu vas me dire ça dépend du contexte bien sûr, mais quelques pistes. Quel Ouais. outil, quelle période? Et comment tu repositionnes le semis derrière, quoi? Est-ce que fissuration est dans la foulée une prairie sous couvert de métail? Est-ce que tu fissures dans la prairie? Elle va recoloniser? Voilà, comment tu envisages ça, Ah, la reconstruction de pour, la fertilité physique profonde, quoi, hein. ouais, ouais. Pour les parcelles, s'il y a des gros tassements, déjà, ça veut dire que c'est à cause de nous, clairement. C'est à cause de la technique qu'on a travaillé. Donc, il Mhm. faut déjà savoir pourquoi. Donc, soit c'est parce qu'il a mal géré le pâturage, ou trop de surpâturage, ou des mauvaises conditions de récolte. Donc, pour éviter d'en faire les mêmes conneries, parce que si on va améliorer, on va trouver les moyens de refaire une bonne structure, mais que 2 ans après, il refait toujours les mêmes erreurs, il va refaire la même chose, puis ça va lui coûter cher, quoi. Le but, quand il y a des grosses interventions, comme ça, de mécanique de profondeur, le but, c'est de le faire une fois, mais c'est pas de revenir, quoi. Parce que sinon, ça va coûter trop cher. On peut pas. On a des systèmes à pas grosse forte rentabilité économique, donc les charges, il faut qu'on les réduise au maximum, parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en bovin allaitant, bovin lait un peu moins, on va dire, mais voilà, on peut pas trop dépenser, surtout qu'on n'a pas trop le temps non plus. Donc, ça va être déjà de comprendre pourquoi. Et s'il y a des gros, gros problèmes de compaction, pour avoir essayé plusieurs fois la fissuration sans ressemer rien derrière, sans changer vraiment les techniques, et ben, on voit que ça se recompacte. Sur le moment, on voit un effet sur l'année, quoi, à peu près. Mais si on ne change pas et on ne travaille pas sur l'itinéraire au global, et ben, on va répéter la même chose. Et on sait bien que tout passage de travail du sol lisse à la profondeur que tu travailles. Donc, si on décompacte à 25, c'est bien, mais on doit revenir tous les 3 ans parce qu'on fait toujours les mêmes techniques de pâturage ou de fauche et on ne respecte pas les temps d'enracinement de repos.
et que dans 3 ans, il faut revenir, et du coup, on est en mauvaise condition, on fait un lissage et qu'on fait une petite semelle à 25, et ben, on aura tout perdu, quoi. Moi, mes visions, c'est vraiment du long terme. Enfin, du long terme, faut toujours penser de ce qui va être fait enfin, les effets sur le long terme. Et donc, c'est important si on le fait, c'est pas de le refaire, quoi, parce que passer plusieurs fois des outils, on sait que ça lisse, ça passe. C'est dur d'avoir des bonnes conditions en plus pour fissurer, parce que pour faire du bon boulot en fissuration, pardon, il faut des très bonnes conditions de ressuyage. Il faut que derrière, qu'il y ait un relais racinaire qui le reprenne tout de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des bonnes conditions de pousse pour qu'il y ait un relais. Donc, il y a plein de combinaisons de temps, de ressuyage qui sont dures à tout corréler en même temps. Donc, c'est pas les premières interventions que je conseille. Déjà, ce qu'on peut voir en prairie vraiment fatiguée, euh, ce qui fonctionne bien, je trouve que si je fais une fissuration, ça peut être un des moyens, mais ça demande, faut avoir les bonnes conditions. Et après, il y a le semi-métail vraiment très agressif. En fait, on s'est rendu compte que dans des prairies vraiment très dégradées, donc des sols très compactés, il faut à un moment stopper le cycle, les plantes aussi, il faut vraiment faire une coupure et remettre un système très performant. Et ça, des métayers très agressifs, type seigle, veste, avoine, très dense, permet vraiment de faire du bon boulot et de restructurer ça. Donc ça veut dire que bon, on aura pas mal défoncé la prairie parce que faut pas que la prairie trop reparte pour que le métail s'installe. Et donc, c'est plutôt de dire pendant une année, on fait une coupure vraiment seigle, veste, avoine très agressif avec une grosse biomasse qu'on va exporter, qui n'est pâturable ou fauchable, suivi d'un sorgho, permet vraiment de repartir sur des systèmes racinaires puissants pour refaire la structure. Et l'année d'après, on fait un semis de métail un peu moins agressif, plutôt tuteur couvert pour semer la prairie et reprendre toute la biomasse que tu as faite. Et là, on a vraiment réinitié la fertilité biologique, le système racinaire sur le profil et on repart sur de bonnes bases pour une bonne implantation de la prairie. Et après, derrière, on gère très bien, on travaille sur la gestion de la prairie pour la garder en bon état, quoi. Ok. Ensuite, on me demande si tu as un avis sur la gestion des... Alors, non, je vais te la lire, la question ce sera plus simple. Est-ce qu'il y a des retours sur l'apport de produits style EM en foliaire ou au sol sur la productivité de la prairie? Alors, ouais, on a fait des essais oligo, TCO aussi, enfin, plusieurs personnes et même d'autres instituts ou quoi. Tout ce qui est oligo, on s'est rendu compte que sur la coupe, l'effet de la coupe, des fois on le voit pas trop. On le voit surtout à la repousse. Dès qu'on apporte des oligo-éléments, après la fauche, ça repart vraiment beaucoup mieux. On a fait les oligos. Et ce qui est assez intéressant, c'est aussi au niveau de la valorisation des fourrages. Et ben, les fourrages sont beaucoup mieux valorisés. Il y a beaucoup moins de déchets, notamment tout ce qui est ensilage et tout. On a souvent des déchets à l'auge. Le fait d'avoir des plantes plus complexes, comme je vous parlais tout à l'heure, des plantes qui vont chercher des éléments qui vont jouer sur le goût, le sucre, et ça se fait avec le temps, le goût. L'appétence, ça se fait avec le temps. Ça demande des sols très performants avec beaucoup de choses. Ces oligos-là ont un effet là-dessus. Il y a une bonne valorisation. Et au niveau foliaire, il y a eu des essais, c'est un peu aléatoire parce que le problème, c'est les conditions de pulvérisation qui jouent beaucoup. Il y a des effets au niveau TCO, on ne voit pas d'effet dire foliaire et d'autres, des fois, on peut avoir 10-15% de rendement en plus au niveau en verre, je parle, en tonnes de matière brute, enfin en matière brute, je parle. Il peut y avoir des effets euh, là-dessus. Et après, tout ce qui est EM, je pense que, enfin, j'ai pas de référence résultat avec témoins et non témoins. Mais en tout cas, pour ceux qui en ont fait, ça permet vraiment de faire au niveau, je le conseille beaucoup, c'est au moment de la fauche de restitution, au niveau de l'automne, pour vraiment stimuler la mise en réserve, la minéralisation, pour qu'il y ait une bonne dégradation des résidus laissés au sol avec la fauche de restitution. Et là, ça permet vraiment d'avoir une meilleure dégradabilité du couvert.
et donc d'être plus vite disponible pour la mise en réserve et de mieux activer le sol, quoi. Et dans le cas des oligos, j'imagine qu'il faut faire attention, tu vois, dire, à l'aveugle, hein, je dirais, ah, ok, les céréales, ça aime le cuivre. Là, après, il y a des graminées, on met un grand coup de cuivre. Ça va peut-être faire bizarre dans les vaches si on leur met un grand coup de cuivre juste avant la fauche et qu'on leur donne ça à manger. Donc, Bah, il faudrait que je leur demande ce qui a été fait, mais j'ai l'impression que l'agriculteur, là, quand on avait fait le suivi, il avait fait son petit mélange, enfin, il fait son mélange maintenant un peu lui-même, et il met un peu de tout. Et pas mal de bore molybdène pour les légumineuses, mais je crois qu'il avait mis du manganèse. Faudrait que je leur demande un peu le cocktail qu'il avait mis, mais, euh, mais non, enfin, j'y vois pas c'est pas des grosses quantités, après c'est valorisé, c'est dans la plante. Donc, on n'a pas vu de. C'est comme quand on apporte des lisiers ou des fumiers, c'est très riche aussi en oligo-éléments. On sait qu'il y a un temps de repos pour que ça soit valorisé, que ça soit pas. Il y a un côté que ça soit bien absorbé par la plante, mais j'y vois pas de contradiction, enfin, à moins qu'il y ait des gens qui ont vu des choses là-dessus. Mais si on laisse bien 2, 3 semaines de valorisation, il n'y a pas de contradiction là-dessus pour les animaux, quoi. On ok. Et fait pour les récoltes. Voilà. une question qui revient souvent, c'est qu'en fertilisation azotée sur une prairie, quel délai vis-à-vis du passage des animaux ou d'une fauche et quelle forme d'azote minéral? Ouais, j'ai pas compris. C'est. Ça saccade un peu niveau son, ouais. Euh, une question qui nous revient souvent, c'est pour toi, vis-à-vis de la fertilisation azotée sur une prairie, Mhm. quel délai entre fertilisation azotée et export de végétaux, pâturage ou fauche, et quelle forme d'azote minéral? Ah oui. Bah, alors déjà, euh, il faudra mettre de l'azote que si vraiment c'est une prairie qui est fortement avec une forte présence de graminées, au moins 80-90%. S'il y a 30-40%, voire 50% de légumineuses, il y a assez d'azote dans le système. S'il y a l'injection par les légumineuses qui font ça. Donc, le premier levier, c'est de voir l'état floral de la prairie pour savoir s'il faut vraiment remettre de l'azote. Parce que plus tu mets d'azote, plus tu stimules tes graminées, donc du coup, tu stimules pas tes légumineuses. Enfin, donc, il faut voir cet équilibre-là à avoir. Et après, bah, ces notions de valorisation, bah, c'est comme en grande culture. Il faut qu'il y ait au moins 15-20 mm de pluie, des bonnes conditions de pousse pour absorber l'azote qui joue pas mal. Et après, en termes de notions, bah, pour stimuler les légumineuses, c'est quand même conseillé de mettre quand même pas mal de soufre avec. Et on sait que la protéine, elle est quand même liée au soufre. Et qu'on cherche quand même de la protéine bah, pour l'équilibre de la ration énergie et maté. Donc d'apporter du soufre avec l'azote. Et la forme, il y a deux, enfin, il y en a on entend un peu de tout, on va dire. J'ai du mal à avoir un truc très, très calé là-dessus. Mais en transformation fromagère, on a beaucoup qui sont assez favorables à la euh, type AMO 33 parce que c'est trop rapide, ça donne des coups de fouet, mais il paraît qu'au niveau fromageabilité, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le lait. C'est plus conseillé des produits plus longs, type urée, qui prend un peu plus de temps d'être valorisé. Donc voilà, je pense que si on veut maintenir une diversité bah, de la prairie, ce serait mieux de faire sous forme d'urée, sous frais, si on doit vraiment apporter de l'azote. Mais il faut qu'il y ait les conditions climatiques, ça c'est clair, qu'il y ait la pluie, comme tout engrais. Après, si c'est des systèmes voilà, très régras, très intensifs, coupe rapide, où on n'a pas trop le temps, on va dire, bah, c'est sûr que l'AMO sera plus cohérent, quoi. Euh, voilà. Et pour tout ce qui est S, donc j'imagine que plus il y aura de légumineuses, plus tu vas monter la dose. Et si oui, quelle dose justement? Dans quelle amplitude, au vu des exports, tu vas faire si S? C'est un peu les mêmes notions que le colza, je trouve. Faut que sur l'année, qu'il y ait un apport de 60-80 unités de soufre quand on a beaucoup de légumineuses et qu'on veut taper dans de la protéine. Le colza, c'est riche en protéines, ça prend beaucoup de soufre aussi et d'azote.
Donc voilà, après, il faut savoir que le fumier lisier, ça apporte en moyenne 0,5 unités par mètre cube ou par tonne de fumier. Donc déjà, il faut bien prendre en compte la fertilité organique quand il y en a. Et voilà, après le soustraire à peu près à 60, 80, euh, s'il y a vraiment, vraiment besoin. Mais voilà, avant de parler de minéral, c'est souvent un peu le réflexe qu'on a. Et c'est pour ça que l'accompagnement que je propose, c'est des présences sur la ferme avec des profils et des visites de quand même de 3 4 heures. C'est qu'on va déjà regarder les autres grands paramètres qui ont une grosse influence, la structure, la gestion, le pH et puis la matière organique, quoi. Ok. Genre, j'ai une dernière question pour toi, une question de Olivier. Hop là. Hop, hop, hop. Avez-vous des modèles de systèmes qui fonctionnent bien pour faire pâturer les prairies temporaires? Par exemple, comment est géré l'abreuvement et l'abri pour les animaux dans le cas où les parcelles sont éloignées des bâtiments? Ouais, l'eau, c'est un gros problème. L'investissement pour le pâturage, c'est toujours un peu un frein. Bah ça, voilà, ça, j'ai pas la solution miracle, hein. C'est ce qui limite beaucoup, c'est l'abreuvement des bêtes. On essaye de, voilà, c'est des créations de plans de pâturage. Enfin, moi, pour ma part, c'est d'être avec l'agriculteur dans les champs. C'est là, je trouve qu'il y a d'être dans la parcelle, voir le contexte bien autour des yeux, avec l'agriculteur et un œil extérieur. C'est là qu'on prend vraiment des très bonnes décisions de plan de pâturage, de chemin. Donc, on ne peut pas conseiller comme ça, à dire c'est une question d'organisation et toute organisation est dépendante du contexte donc, et des besoins et des contraintes. Donc, ça, c'est de la construction de plans selon les contraintes. Et il y a toujours une solution. C'est juste qu'il faut se poser un peu, aller et prendre un peu de hauteur et réfléchir. Mais en tout cas, on y arrive. C'est souvent, c'est souvent un frein. Et pour voilà, connaître des agriculteurs qui investissent beaucoup dans le pâturage, notamment dans des chemins, des abreuvements, voilà, des clôtures, ils ne le regrettent pas du tout dans des parcelles où, voilà, des parcelles où il n'y avait pas du tout d'accès. Ce qui donne comme notion, c'est entre 400 et 600 euros de l'hectare quand on veut vraiment investir dans des chemins, de l'abreuvement, des bacs, des clôtures dignes de ce nom, des paddocks. Ça coûte vite quand même de l'argent, entre 400 et 600 euros de l'hectare. Des fois, ça peut être moins si on, voilà. Mais c'est un investissement à très long terme et ça permet vraiment très bien d'organiser son pâturage et d'être beaucoup plus souple durant l'année parce que c'est beaucoup mieux organisé et on court beaucoup moins, quoi. Voilà. Bon, on dit et tout ça, on voit bien, c'est que les agriculteurs qui ont fait ces techniques-là, ça permet vraiment de beaucoup mieux valoriser ces prairies et de gagner du temps, quoi. Ça demande un investissement, ça c'est clair. De toute façon, au bout d'un moment, si on veut faire quelque chose, ça demande un peu d'investissement, surtout dans des changements de système. Après, il faut juste savoir si on est prêt ou pas prêt, quoi. C'est une question, c'est surtout ça, quoi. Mais ça prend plusieurs années. Franchement, pour les agriculteurs, même avec voilà, par exemple mon père ou sur la ferme familiale la maison, pour réaliser un pâturage, ça prend 4-5 ans, quoi. Vraiment, faut mieux commencer par des clôtures mobiles. Commencer comme ça. L'année prochaine, ben, on voit les évolutions, on modifie. Puis au bout de 4-5 ans, on commence à avoir bien les plans de parcelles par rapport à l'organisation des parcelles autour et l'éloignement. Et là, ça permet après vraiment d'investir dans du dur pour pouvoir dire, bon, voilà, c'est plus facile à gérer. Mais, euh, mais voilà, après, ce qui est assez surprenant, c'est que quand tout ce qui est animaux, quand on les met dans de l'herbe assez haute, là, comme je vous ai montré l'été, et ben, elles ne cherchent pas de fraîcheur parce que la fraîcheur, elles l'ont dans le sol. Donc, elles se couchent beaucoup dans les prairies, elles ne vont pas trop chercher d'ombre. Euh, Elles vont en fait dans la parcelle naturellement parce qu'on garde la fraîcheur. Donc, et c'est assez surprenant ça. Des fois, en pleine sécheresse ou en pleine chaleur ou même en plein grand froid, ça fait un peu mal aux yeux quand on ne connaît pas trop, mais quand on leur laisse le choix aux animaux, elles se mettent des fois en plein courant, enfin, elles se mettent soit sur la butte ou complètement dehors alors qu'il fait hyper froid. Ça, c'est l'instinct animal qu'on ne connaît pas. Et voilà. Donc,
il faut essayer, se rendre compte un peu. Déjà, essayer de changer le système de pâturage s'il y a des problèmes. Et après, voir l'aménagement. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Étienne. Je regarde une dernière fois. Je crois que j'ai pas d'autres questions. Hop là. Non, bah, j'ai pas d'autres questions. Bah, en tout cas, merci pour ta dispo. Merci pour toutes ces pistes techniques. Je pense que ça va faire réfléchir pas mal de monde. Bah, voilà, après, tout n'est pas à apprendre, hein. Il y a des choses, ça se trouve, ça ira pas dans votre contexte. Il faut toujours tout adapter. Le plus important, c'est de prendre des petits trucs. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et en tout cas, merci beaucoup à toi, Martin. Merci à ta production, à CNA. C'est grâce à vous aussi, tout ça, hein. Moi, j'y fais pas grand-chose. Je fais juste de un peu communiquer et puis de réfléchir. Mais c'est grâce à la diffusion de beaucoup de choses qu'on avance. Donc c'est super, le travail que vous faites. Merci, merci beaucoup. Euh, et bah, à bientôt. Puis bah, pour ceux qui s'intéressent, à la semaine prochaine, ça sera agroforesterie, retour sur investissement, intérêt de l'agroforesterie et risque-prix. Qu'est-ce que je risque quand je plante des arbres? Ok, Gros sujet. gros sujet aussi. Merci et puis bonne journée. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. À bientôt.